Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2, le dernier podcast de la saison. Mais ne soyez pas tristes, on vous a concocté un sacré programme aujourd'hui puisqu'on va faire le bilan de la saison 2020-2021 de championnat, en commençant par revenir sur le barrage entre Nantes et Toulouse qui a vu les Canaries se maintenir dans l'élite. On recevra ensuite deux journalistes que vous connaissez bien si vous suivez la Ligue 2, Benoît Boutron de RMC Sport et François Rabillet de Be In Sport. On aura bien sûr notre traditionnel page Paris avec notre partenaire Winamax et on finira par le quiz. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux hommes qui eux aussi ont fait une très très grosse saison, Dorian Vemel et Philippe Dechter. Salut messieurs. Salut Salut Alex. Alex. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Ouais, pleine forme. Ça y est, c'est fini officiellement depuis dimanche. Ça fait toujours un petit vide quand il n'y a plus les matchs le lundi soir, le samedi. On peut plus se pencher sur les rencontres à venir, mais à la fois, elle m'a paru très très longue avec sans Sans supporters, public, ouais. même si elle a démarré fin août, plus tard que d'habitude, mais ça a été assez long. Et puis à la fois, je trouve qu'elle est passée très rapidement. Voilà, il y a eu beaucoup de matchs en semaine. Le sprint final a été hyper rapide. J'ai pas vu passer de la 30e à la 38e. J'ai l'impression que ça s'est enchaîné. Donc voilà, sentiment mitigé, à la fois un peu de repos après la saison et puis toujours un peu triste que ça se termine. Pour pas que tu sois trop triste, je te propose de replonger dans ce barrage entre Nantes et Toulouse. Les Nantais qui sont maintenus en Ligue 1, qui sont allés gagner 2-1 au Stadium et qui, malgré leur défaite 1-0 à la Beaujoire, donc restent dans l'élite. Avant de parler d'arbitrage, parce qu'on va être obligé d'un petit peu d'en parler, notamment pour ce barrage retour, quel est votre sentiment sur ce maintien nantais sur l'ensemble des deux matchs? Ça vous semble plutôt logique? Vous avez vu un écart entre les deux formations? Philippe, peut-être si tu veux commencer. Oui, enfin pour moi le maintien de Nantes est logique effectivement. On avait bien présenté, enfin vous aviez bien présenté là dans le dernier podcast avec David Filippo et Julien Bélizade justement l'état des forces en présence, mais on n'avait pas vu Nantes jouer finalement. Nous de notre côté, on était peut-être un peu trop focalisé sur Toulouse et sur les belles choses qu'on avait vues cette saison. Moi, j'avoue que j'ai quand même pris un peu une claque dans la gueule parce que je trouve qu'on avait vraiment une grosse différence de niveau. Sincèrement, Nantes, ils n'ont pas forcé. C'était sans forcer. Ils ont même géré alors, presque trop leur match retour. Mais au match aller, ils doivent gagner 3-1, 4-1. Enfin, ils étaient largement au-dessus. La défense toulousaine était catastrophique. Ils se sont fait manger par les attaquants. Et au match retour, c'était un peu l'inverse où Nantes a géré, mais là où c'est la défense, et c'est Nicolas Pallois à lui tout seul qui a géré 3 attaquants. Et donc du coup, quand je vois ça, ça nous fait des fois aussi du bien, ça nous permet de relativiser certaines choses qu'on voit en Ligue 2. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à dire faut pas trop s'enflammer, faut faire attention. Quelqu'un qui fait une première saison en Ligue 2 en marquant 10 buts, ouais, c'est bien, mais la marche pour passer au-dessus, elle est encore importante et il y a encore beaucoup de travail. Adli, clairement, le Adli qu'on a vu sur ces deux matchs, alors on ne va pas se tirer des conclusions trop rapides, mais oui, Adli, il n'était pas au niveau, et peut-être simplement qu'il n'est pas encore au niveau pour jouer des confrontations contre des bonhommes, contre des mecs qui jouent au FC Nantes, comme en l'occurrence Nicolas Pallois. Ça me fait un peu mal de le dire, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu, et j'ai pensé à Alexis Claude Maurice aussi quand j'ai vu ce match-là, justement, qu'on avait vu très 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 beau à l'époque avec Lorient, et on voit qu'à Nice, c'est beaucoup beaucoup plus dur de confirmer. En Ligue 1, Pierre Lesmelou aussi, à Dijon, moi je l'avais trouvé, c'est un joueur qui m'avait ébloui. Et puis on voit que c'est pareil en Ligue 1, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça m'a ramené un peu à froid à tout ce genre de choses, ce genre de réflexion. Mais en tout cas, le maintien de Nantes est totalement logique, et Toulouse devra repasser une saison de plus avec nous. Dorian, tu es d'accord avec Philippe? Je vais être un mauvais consultant sur ce coup-là parce que franchement, je partage totalement le ressenti de Philippe. Je pense aussi que je voyais sans doute Toulouse un peu trop beau par rapport à la saison qu'ils ont fait en Ligue 2, où nous, c'est vrai qu'on est focalisé à 100, 150%, 200% sur la Ligue 2, et quand on voit que contre une équipe qui est 18e de Ligue 1, on se dit ouais, il va avoir un vrai match, etc. Mais on se rend compte. Alors après, Nantes n'était pas l'adversaire idéal dans le sens où Nantes était sur une dynamique plutôt positive. Même s'ils perdent contre Montpellier le dernier match, ils avaient fait 4 victoires d'affilée avant. Donc ils ont quand même abordé ce barrage avec une bonne disposition, voilà, en C'est termes pas de Brest confiance. quoi qui était. Voilà, je pense que Brest aurait par exemple été dans des plus mauvaises dispositions mentales pour affronter ce barrage. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je me disais avant le match, c'est clair que Toulouse peut vraiment embêter Nantes, etc. Alors ils les ont vraiment embêtés par séquence, oui, mais sur l'ensemble des deux matchs, comme l'a dit Philippe, en termes d'intensité, d'impact, de mouvement, de vitesse,
de la première mi-temps du match aller, mais il n'y a pas photo. Mais genre, il y a un monde d'écart entre Toulouse et Nantes, mais vraiment un monde. Et effectivement, si Toulouse en met 4 en première période au match aller, c'est plié, il n'y a plus de suspense. Après, voilà, sur la deuxième période, ensuite, Nantes commence à gérer. Et le match retour, bon, là, c'est là où moi, je suis un peu déçu des Nantais, c'est que en ayant produit ça sur le match aller, je comprends pas pourquoi au match retour, ils se sont contentés de gérer. J'ai le sentiment qu'avec Antoine Comboiré, ils ont voulu vraiment se dire, OK, on a 2 buts de marge et on force pas forcément, on va gérer, on va essayer peut-être de les contrer, mais Toulouse était bien organisé aussi. Donc, ils se sont fait très, très peur avec ce but encaissé. Alors, le but, il vient un peu, enfin, en fait, ça a été un match très bizarre, le match retour, parce que, en fait, à aucun moment, on a senti Toulouse mettre une pression démesurée sur les buts nantais. Voilà, j'ai pas souvenir de 15 parades d'Alban Lafont. Il n'y a pas beaucoup de travail. Ils mettent un but sur un éclair de génie d'Amin Adli, enfin de génie. Enfin, je veux dire, il fait un super centre et puis Bayo de la tête qui est juste injouable sur la seule fois où il arrive à se démarquer un peu de Palois. Tu l'as dit Philippe. Donc c'est un but qui vient un peu au milieu de nulle part parce qu'on sent pas non plus une pression énorme des Toulousains. Et là je me suis dit ouais ok 1-0, le but est à la 70e je crois à peu près. Il devait rester 20 minutes, un quart d'heure. Et je me suis dit voilà ça va être la folie, ça va être attaque-défense dans la surface. Et en fait je trouve qu'il n'y a pas eu de, même dans le temps additionnel il y a eu 6 minutes. Bon après certes il y a eu 1 minute 30 perdue pour carton jaune pour Patrice Garande, mais je veux dire on sentait pas une espèce de folie qui s'est emparée de Toulouse en mode de toute façon on n'a plus rien à perdre. Et encore ils avaient même vraiment rien à perdre dans le sens où même s'ils prenaient un but ils pouvaient toujours marquer le deuxième et faire 2-1 et aller en prolongation. Et même à côté de ça tu vois on n'a pas vu je sais pas, de West Gabrielsen et Diakité sont restés derrière. Il n'y a pas eu de dépassement de fonction. Les milieux de terrain, ils restaient. En fait, chacun restait un peu dans sa zone. Je sais pas. Même un 0 Toulouse, j'ai pas senti de folie vraiment mise par les Toulousains pour aller vraiment chercher en mode Coupe de France. Donc match très 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 bizarre et ce qui me fait dire que sur l'ensemble des deux confrontations, oui pour moi Nantes mérite de se maintenir et déçu de la part des Nantais qu'ils aient vraiment joué la gestion sur le match retour parce que je pense que sur le match retour s'ils avaient accéléré un tout petit peu plus, ils auraient au moins mis un but aussi, ils auraient pu marquer au moins une fois. Donc très bon Maxime Dupé d'ailleurs sur le match retour aussi qui sort quand même 2-3 bons arrêts devant Colomani notamment en deuxième période. Donc voilà oui pour moi c'est l'issue des barrages est plutôt logique. Et la folie, elle a un peu eu lieu après match, notamment avec la colère de Damien Comolli, grosse colère contre l'arbitrage avec une main de Charles Traoré dans la surface qui n'a pas été sifflée. Pour vous, vous partagez un peu ce sentiment d'injustice ou pour vous, rien à dire, c'est logique et la main ne devait pas être sifflée? Alors, je sais pas quel est ton avis là-dessus, Philippe, mais pour moi, c'est pas scandaleux. C'est pas un scandale qu'il n'y ait pas eu penalty. Alors, on voit sur Twitter les images arrêtées. Regardez, le ballon est tombé sur son bras, mais une image arrêtée, ça veut rien dire dans le football. Et sur la vidéo, on voit bien que déjà que de une, Bayo pousse un peu Charles Traoré. Donc, si on est vraiment tatillon, on peut dire poussette de l'attaquant. Et il se retourne et ça lui tombe sur le bras. Alors oui, la touche du bras, ça c'est incontestable. Mais encore une fois, VAR ou pas VAR, les décisions sont prises à l'interprétation de l'arbitre. De toute façon, la main dans la surface, tant qu'il n'y aura pas une clarification des règles, style chaque ballon touché amène un penalty. À partir de là, il y aura toujours cette espèce de phénomène d'interprétation de l'arbitre. Et on a beau en discuter pendant 15 ans, c'est tout. Les arbitres ont pris leur décision. Moi, je ne la trouve pas scandaleuse dans le sens où, ok, on peut la siffler. Il y a des arbitres qui l'auraient sifflé. Mais vu la situation où Bayo pousse légèrement le défenseur se retourne, elle lui tombe sur le bras, je trouve pas non plus scandaleux que ce soit pas sifflé. La colère de Damien Comolli, alors d'un côté, je comprends parce que quand il y a un enjeu aussi énorme, je peux comprendre qu'on ait du mal à l'accepter. Mais pour l'image que ça donne d'un président de club d'aller hurler au visage limite des arbitres, vous nous avez volé la montée, etc. Il va prendre cher, ouais, je pense qu'il risque de prendre cher et ce serait pas totalement immérité parce que même s'il y a une énorme déception, etc., il faut quand même contrôler. Enfin, imagine Benoît Bastien. Toulouse rate la montée parce que je sais pas, Mohamed Bayo rate un face-à-face tout fait avec Alban Lafont. Et on aurait Benoît Bastien qui vient au visage de Damien Comolli dire vous nous avez volé la montée avec votre recrutement pourri là. Non mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que là on a un président qui vient hurler à un arbitre potentiellement pour un penalty, on sait même pas si le penalty sera transformé. Donc oui non. Dans les dernières minutes du barrage, du dernier match de la saison. Ouais. Tu vois, je comprends qu'il y a une énorme déception, etc. Parce qu'à chaud, je comprends qu'à chaud
je suis sûr qu'il regrette déjà sa sortie et qu'à chaud, ça dépasse un peu les bornes. Mais pour l'exemple que ça, venant d'un président de club, etc., ouais, non, c'est pas une bonne image donnée auprès des arbitres qui ont un rôle essentiel, qui ont un métier très, très, très difficile. Enfin, voilà, c'est hyper compliqué. On le voit même avec le VAR, même avec 3-4 ralentis. De toute façon, c'est une situation de main qui restera soumise à l'interprétation. Oui, ça touche le bras, mais voilà, après, on a déjà vu, par exemple, la main de Kimpembe contre Manchester United il y a quelques années avec des champions qui est sifflé. Pourtant, le mec se retourne, il a compte du coude. De toute façon, enfin, voilà, ça pouvait être sifflé comme pas sifflé. Maintenant, pour moi, c'est pas le scandale du siècle que ce soit pas sifflé. Voilà. Et il s'est excusé depuis ou pas? Enfin, il est revenu sur ses propos ou pas, Damien Communs? Pas Je sais publiquement, en pas, tout cas. je pense pas. Peut-être dans une interview à la Dépêche, mais j'ai pas vu, en tout cas. En tout cas, s'il s'est pas excusé, la seule chose scandaleuse, du coup, c'est son attitude. Et moi, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que ça nous prouve aussi à quel point on a de la chance en Ligue 2 de ne pas avoir le VAR. Ouais. Et à quel point on n'est pas pour. Pourtant, on a quand même discuté de certains matchs sur l'arbitrage cette saison, notamment à cause d'un ou deux arbitres qui ont eu un comportement qui n'était pas bon sur le terrain. Mais on parlait pas d'une faute en particulier, on parlait du comportement global ou de l'arbitrage global en arbitre. Et ça, je trouve, c'est toujours intéressant d'en parler. Et il peut y avoir débat sur la manière d'arbitrer un match, sur la manière de tenir les joueurs, sur la manière de sanctionner, sur la manière de parler. Pas, ouais. Voilà, ça, je trouve que c'est un débat qui est intéressant. Débattre, savoir si le ballon il a rebondi sur la main ou si il a été bousculé. Donc du coup, moi franchement, en fait, j'en ai rien à foutre et je trouve ça totalement nul. Et c'est vrai le côté mauvais de la barre. Et d'ailleurs, si on va plus loin, on peut dire que Bayo il a mis une semelle énorme sur le cheville du gars qui peut voir la rouge. Hein. Il peut prendre et dans ce cas-là, Bayo serait même plus sur le terrain. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que cette semaine, on n'en a pas parlé et elle est d'une violence assez extrême. Et voilà. Et en fait, les débats avec le VAR sont souvent encore pires que les débats qu'on avait avant, quand on parlait du hors-jeu ou de l'arbitre. Donc, moi, je suis très content d'avoir vécu une saison sans le VAR et pourvu que ça dure, comme dirait un grand philosophe. Moi, la seule chose que j'ajouterais quand même en Ligue 2, c'est quand même la goal line technologie parce que ça, c'est très utile. Ça n'a rien à voir avec la VAR. Il n'y a pas de débat à avoir en fait. Et pour le coup, je comprends que les arbitres peuvent pas à l'œil nu. C'est pas si compliqué à. Ouais, en plus, c'est pas si ça. C'est juste un coup. Mais à part ça, oui, vive la goal line et stop. D'accord, la goal line, le premier fournisseur de la goal line avait été vérifié. Finalement, il trafiquait un peu les résultats. Donc, tu vois, même la goal line, ils ont changé de prestataire. Mais le premier prestataire, genre, il disait, des fois, en gros, vous savez pas, on devait appuyer sur le bouton, but pas but, on n'en savait même pas. C'était un peu limite. Mais bon. Merci messieurs en tout cas pour ce retour sur ce. Si je peux ajouter, pour se projeter un peu au-delà du barrage, du coup, parce que Toulouse reste en Ligue 2, c'est vrai que moi j'ai peur. J'ai pas peur pour Toulouse parce que je pense que ça restera une équipe cohérente, etc. Mais comment ils vont digérer cet échec? On sait que les équipes qui perdent en barrage, qui ont touché du doigt la Ligue 1, quand ça se joue à un but près comme là pour Toulouse, c'est très très difficile mentalement pour les joueurs de repartir sur une saison de Ligue 2 où on sait que c'est un marathon chaque week-end, même chez Châteauroux qui est relégué en National 1, tu sais que tu vas galérer, que l'année prochaine il y aura une montée, deux montées directes ou une montée et un barrage sans doute, donc les tickets pour les seront encore plus difficiles à aller chercher. On ne sait pas, Patrice Garand, visiblement, l'avenir n'est pas certain. Damien Communs a dit qu'ils allaient prendre le temps de la réflexion. Donc, potentiellement, repartir sur un nouveau projet. Je ne doute pas qu'ils vont perdre, je pense que Koné, c'est fait. Ils vont sans doute perdre Adli. Machado, il a fait une saison incroyable. Peut-être qu'il sera sollicité. Voilà, avec 3-4 joueurs de moins. Est-ce que le recrutement data va être aussi efficace? Parce que là, ils ont quasiment fait du 100% cet été. L'été dernier, est-ce que cet été, ils vont savoir faire du 100%? Donc, c'est un coup dur. Enfin, c'est un énorme coup dur pour Toulouse de pas monter à si proche du but. Tu vois, s'ils avaient pris 4-0, ils auraient dit, OK, il y avait un monde d'écart. Là, le fait que ça s'est joué quand même à peu de choses avec ce penalty, etc., à surveiller la saison prochaine à Toulouse. Je pense que ça va être difficile à digérer pour les Toulousains cet échec. Philippe, tu es d'accord ou tu es plus optimiste que Dorian? Non, je suis d'accord sur le fait, sur justement l'expérience de Dorian par rapport à ça, par rapport au vécu des clubs qui sont tout proches de monter. Et la saison d'après est toujours compliquée. Donc, non, je partage. Après, à contre-exemple, Lens a échoué contre Dijon et la saison d'après, il y a eu le Covid. Donc, on ne saura jamais ce qui se serait passé au-delà des 38 journées. Moi, je ne suis pas certain, avec le recul, que Lens aurait gardé sa place dans le top 2. Mais bon, bref. En tout cas, ils ont quand même joué le top 5, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se remobiliser pour rester. Mais Toulouse aussi. Hein. Toulouse jouera le top 5. Ouais, voilà. Mais,
Voilà. En fait, est-ce que je me dis, est-ce que c'était pas, entre guillemets, alors l'année ou jamais, c'est gros, mais la bonne année tout de suite pour monter? Et est-ce que, comme OCR, comme Sochaux, Ouais, ce est-ce que genre ça de met un club, coup de frein à ton même projet? si c'est pas les mêmes projets, mais est-ce que le fait de rater là, ça va pas t'emmener vers 3, 4, 5 ans? Parce que l'année prochaine, ça va être très, très, hormis d'être champion, c'est quasiment mort. Alors peut-être que Toulouse sera champion et ils auront sans doute un effectif pour lutter pour le titre, mais voilà, c'est toujours compliqué. Et derrière, mine de rien, si l'année prochaine c'est compliqué de monter, tu es déjà sur une 3e saison de Ligue 2. Quand tu es bloqué en Ligue 2, les investisseurs, tu perds de l'argent, donc ils investissent moins, tu as moins de droits TV. Enfin, voilà, donc ouais, voilà, j'espère vraiment pas du tout pour Toulouse que ce soit le cas. J'espère pour eux qu'ils vont rebondir et qu'ils vont redémarrer très très fort la saison prochaine. Je pense qu'ils auront une bonne équipe. Maintenant, c'est plus sur l'aspect mental, etc., de voir comment ils digèrent cet échec. Ouais, on verra ça la saison prochaine dès la reprise. Merci messieurs pour ce petit bilan et puis on va passer à notre page Paris. Winamax, les meilleures cotes. Philippe, il est l'heure de faire le bilan de fin de saison pour toi aussi, pour les paris avec notre partenaire Winamax. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bilan de la saison? Écoute, c'était une saison toujours positive, donc c'est bien, c'est la 3e saison consécutive où on finit dans le vert. Alors c'est celle beau. où il y a eu le moins on a gagné le moins d'unités à la fin de saison. On gagne 4 unités par rapport à ce qu'on avait au début de saison. Donc en gros, chez nous, une unité, c'est 10 €. Pour faire simple, on est parti il y a 3 ans avec une bankroll de 1 000 €. Là, actuellement, donc on est à 1 220 €. Donc ça rapporte un peu plus qu'un livret A de miser sur la Ligue 2 finalement. Enfin pas pour tout le monde, mais en tout cas si vous suivez tous nos paris, ça va. Après c'est ce qu'on dit toujours, c'est de la gestion, donc on va pas s'amuser à mettre 400 € sur une victoire sur un match de Ligue 2. Déjà c'est beaucoup trop risqué et puis c'est pas le but. Le but c'est aussi de s'amuser, de parier sur les matchs, d'essayer de trouver des codes sympas, de trouver des spots sur certaines rencontres, des buteurs, des buts sur penalty, des choses comme ça. Les buteurs, j'ai été très très mauvais à l'inscrire. Mais ce qui a fait mal alors le bilan est positif déjà, bravo pour ça Philippe. On se rend pas compte, mais est-ce que tu as toute la durée de la saison, est-ce que tu as le chiffre de nombre de paris engagés juste pour depuis 3 ans, on est à 600 paris, donc en gros c'est 200 paris cette saison. 200 en moyenne. On va dire une moyenne de 200 paris. Faire du bénéfice sur 200 paris, c'est très costaud. Alors certains rigoleront, diront vous avez fait 40 € de bénéfice, mais vaut mieux 40 € de bénéfice que 1 000 € de perte. Donc en gérant la mise, on prouve, et avec nos connaissances de la Ligue 2, on prouve qu'on peut avoir du bénéfice. Et du coup, j'ai perdu complètement le fil de ce que je voulais dire. C'était sur les buteurs. Oui, sur les buteurs. Non. Et ce qui fait un peu mal, entre guillemets, au bilan, c'est le début de saison, parce qu'en fait, après le Covid, la longue interruption, les effectifs, en fait, c'était hyper difficile de lire le championnat début de saison. Et on s'est beaucoup planté jusque décembre à peu près. On s'est pas mal planté parce qu'on avait du mal à comprendre un peu les dynamiques des équipes et tout. Et c'est vrai qu'après, au fil des journées, on commence à prendre, on sait un peu la semaine, la préparation, quand il y a des tels joueurs absents, etc. On a quand même une idée plus précise. Donc non, c'est fort d'avoir de finir en bénéfice sur la fin. C'est beau d'avoir. Et c'est vrai ce que tu dis. En fait, surtout les deux dernières années, on avait fait pas mal de bénéfices aussi sur des paris long terme. On avait donné les équipes qui montaient ou alors l'équipe qui sera championne ou une équipe qui était reléguée. Et là, cette année, j'ai pas pris ce risque-là parce que c'était, comme tu dis, très dur de lire. C'était très ouvert. Très on a fait un seul pari long terme au mois d'octobre. On a vu que Auxerre finirait devant Guingamp. C'était coté à 1,50 alors qu'il y avait déjà 4 ou 5 points d'écart. Un peu plus déjà. Il y a 17, je crois qu'il y a 7 ou 8 à ce moment. Voilà. Et moi, du coup, c'est un spot sur lequel qu'on a donné assez vite. Et pareil, au mois de mars, on a donné 3 champions. Et c'est passé aussi. Donc voilà, là, l'idée pour l'année prochaine, ça va être déjà d'avoir des paris long terme qui pourraient être intéressants dès le début, parce que c'est là où tu peux avoir des cotes intéressantes sur telle équipe va monter en Ligue 1, ce genre de choses. Ça peut être vite coté à 4, 5, 6 et tu fais un beau bénéfice en fin de saison. Et puis, peut-être proposer moins de buteurs. C'est quand même. Ça reste. Après, c'était des minimises, mais c'est vrai que c'est. C'est compliqué les buteurs au final. Et comme on fait des minis, tu gagnes pas énorme. Est-ce que justement cette saison, tu as un pari qui te revient en tête totalement dingue? Moi, j'en ai un. Je te laisse réfléchir. Du coup, je vais dire le mien. Je te prends un peu au dépourvu. Les buteurs, là. Le buteur, genre, c'était quadruple, non? Non, t'avais fait un triplé. C'était triplé buteur. Que t'as fait en une mi-temps, là. En une mi-temps. Ah oui, c'était incroyable. Genre, oui, j'en avais mis 3 et j'hésitais à mettre le bilan.
Et c'est le match où le Bihan met un triplé contre Niort, si je dis pas de bêtises, le 6-0. Ouais. Et genre, je mets Cheikh Fantama Didiara à Dunkerque, parce que c'était Dunkerque-Châteauroux. Et je me suis dit contre son ancien club, machin. J'avais, je saurais plus dire par contre, là, les buteurs que j'avais pris. Il me semble que j'avais Rémi Dugimon et Ricili, je pense. Parce que c'était la période où Willy marquait à tous les matchs. Donc j'avais Ricili, j'avais Cheikh Fantama Didiara, c'est sûr. Et de mémoire, je pense que j'avais pris Dugimon aussi. Et je m'étais tâté aussi à ajouter le Bihan parce que je sentais qu'Auxerre allait torpiller Niort. Et effectivement, Dugimon, je crois qu'il marque le premier but d'ailleurs. Ouais. Et après, c'est le Bihan qui met un triplé. Et en une mi-temps, quoi. Genre en une mi-temps, ça faisait une cote à les 3 buteurs cumulés à 20, je crois, à peu près. Bon, j'avais une toute petite mise pour vibrer, mais genre c'était incroyable. Là, quand c'est ça, t'as l'impression que tu peux parier n'importe quoi. Le roi du monde. C'était incroyable. En 45 minutes, alors les 3 buteurs validés comme ça, ouais, c'était le moment le plus fort, moi, je pense, cette saison que j'ai eu sur les paris, quoi. Ouais, moi, c'était le premier match, en fait, où c'était Toulouse-Dunkerque. Ouais. On avait mis Dunkerque ne perd pas. On avait mis Dunkerque cote à 9,50. Ah oui, on avait carrément joué Dunkerque. On avait joué Dunkerque. Ah ouais, alors, au début, on avait joué Dunkerque ou nul. Ouais, et la cote, en fait, arrêtait pas de monter. Et donc, on a dit, ben non, Dunkerque à 9,5, un match de Ligue 2, une équipe qui soit à 9, c'est complètement débile. Ouais. Et on a fini par les prendre. On a failli faire pareil avec Clermont-Niort. On avait pris Niort. La cote était démesurée. Elle était aussi à 7, un truc comme ça. Et on en parlera tout à l'heure peut-être dans le podcast, mais c'est vrai que Niort, ce match-là, aurait dû le gagner largement. Et voilà, donc en Ligue 2, méfiez-vous toujours, il y a des petits coups à faire et il n'y a pas de code safe. Non, mais c'est vrai que là où pour quelqu'un qui suit de très près la Ligue 2, Toulouse, ils étaient clairement pas prêts du tout, ils n'avaient pas d'équipe, que des jeunes, Dunkerque, eux, ils surfaient sur la promotion avec le couteau entre les dents, machin. C'est vrai que quand tu vois à 9,50, il faut tenter. Enfin, c'est pas sûr que ça passe. Moi, je me souviens que j'avais pas suivi la victoire 16, j'avais mis Dunkerque ou nul, ça c'est sûr. C'était une cote à 3, elle était à 3,25, je crois. Ouais. C'est ça, c'est des cotes. 3,50, 3,25, 3,50 pour Dunkerque ne perd pas, et je voyais bien Dunkerque aller embêter Toulouse. Et puis il y a cette tête de Nicolas Brunel incroyable en deuxième période, victoire 1-0. Donc c'est vrai que belle cote à 9,50 sur Dunkerque. On va essayer de refaire quelques. On sera vigilant sur les cotes de Dijon début de saison, par exemple. Là, je pense qu'il y a peut-être des coups à faire. À suivre. Exactement. En tout cas, bravo Philippe donc, pour ce bilan positif. Merci Winamax de nous proposer des cotes, pas mal de nouveaux paris aussi. Il y a le My Match qui est quand même sympa. Il n'y a que Winamax qui propose le fait de pouvoir combiner genre une équipe marque en première mi-temps. Je sais qu'avec Rodez ça avait bien marché. Ou une équipe avec un nom d'un buteur et tout. C'est quand même vachement sympa aussi. Donc continuez de nous proposer un beau marché parce que ça nous aide aussi du coup à être gagnant. Et on va maintenant accueillir nos invités. Winamax, les meilleures cotes. Et on reçoit maintenant 2 grandes voix de la Ligue 2, la crème de la crème du journalisme, Benoît Boutron de RMC Sport et François Rabillet de beIN Sport. Merci d'être avec nous, messieurs, pour ce petit bilan de fin de saison. Salut les gars. Salut les gars. Vous allez bien ? Très content d'être avec vous. Ouais, très bien. Bon, on va profiter de votre présence et de votre œil expert pour, comme je le disais, faire un petit bilan de cette saison de Ligue 2. Déjà, pour commencer, j'ai envie de vous demander si vous avez chacun un coup de cœur après ce beau championnat qu'on vient de vivre. Vas-y François, je t'en prie. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai plein de coups de cœur. Mais j'ai un coup de cœur qui est très classique. Ça va être celui des 2 promus parce qu'on a vraiment 2 beaux promus cette saison qui mettent en avant des valeurs un petit peu old school, désuètes, mais qui sont très, très importantes dans la vie comme dans le foot. L'humilité, le travail, la patience. Et puis, si on parle plus de foot, cette espèce d'audace tactique qui fait que ces équipes-là ont pris leur destin entre leurs mains, ne subissaient pas leur sort et nous ont vraiment plu dans un championnat qu'on dit parfois un peu fermé, défensif, difficile. Eh bien, c'était une prime à l'attaque, à l'offensive et ça a payé. Ça a payé pour Troyes et Clermont qui sont vraiment 2 très beaux promus. Puis moi, j'ai un autre coup de cœur. Le coup de cœur du pauvre, le coup de cœur du pot, pour le coup, en bas de classement, parce que cette équipe, on la voyait, beaucoup d'observateurs et même des joueurs, j'en ai parlé à beaucoup de joueurs en fin d'année 2020 qui me disaient que dans ce championnat de Ligue 2 d'un bon niveau, il y avait quand même 2-3 équipes qui leur paraissaient quand même très faibles et Pau en faisait partie. Eh bien non, Pau est parvenu à se maintenir. Alors le mercato hivernal avec les arrivées
Diarra Itetinga et Myron George a fait beaucoup pour le redressement de peau, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, et puis ça nous remet tous un petit peu à notre place aussi, joueurs, observateurs, journalistes, parce qu'on a parfois des avis définitifs sur le football. Il ne faut pas avoir d'avis définitifs sur ce sport qui est capable de nous surprendre toujours, tout le temps, et bravo Pau, parce que franchement, les affaires étaient quand même très, très mal engagées. Ils sont parvenus à se redresser de manière admirable et ça nous incite, je trouve, un peu à l'humilité. Et toi, Benoît, de ton côté, il y a quelque chose qui t'a plu en particulier? Ouais, moi j'ai adoré la saison de Clermont, pas uniquement par le sportif, le jeu, la défense, etc. Je pense que sur Bein et sur Malik 2, vous avez eu l'occasion aussi de recevoir les mecs que je trouve vraiment frais. En fait, je trouve que ça apporte un vrai vent de fraîcheur. Cette équipe clermontoise, elle est composée de bons mecs, vraiment. Je pense à Hakim Zedatka, je pense à évidemment Ogier, à Bayo, à Jim Alevina. C'est vraiment un vent de fraîcheur, je trouve, qui arrive sur cette saison de Ligue 2 et qui a fait du bien parce que au-delà des résultats sportifs, on a senti que c'était des vrais potes, quoi. Et ça, on a tous joué un peu au foot au niveau amateur et ça nous rappelle forcément de bons souvenirs. 3 aussi a été magnifique, mais 3, c'était malheureusement, on a beaucoup mis en lumière l'entraîneur, peut-être pas assez les joueurs d'ailleurs, alors qu'il y a eu de très bons joueurs, notamment le gardien de but Gauthier Gallon, que j'ai trouvé très bon tout au long de la saison, que je connais bien d'ailleurs. Mais ouais, vraiment, moi, c'est clairement mon rayon de soleil de cette saison que j'ai adoré suivre. J'étais très content qu'ils montent directement parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé en barrage. Et puis, autre coup de cœur sur les équipes un peu moins connues. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Rodez parce que effectivement, il y a Pau qui s'est sauvé, c'était un peu miraculeux, mais quand même, Rodez, quand on voit les moyens qu'ils ont, l'équipe qu'ils ont au départ, des mecs qui sont là depuis le National 2, un coach qui est fidèle à ses joueurs et qui a une philosophie assez dingue de dire c'est pas aux recrues de s'installer et aux autres de prouver, c'est plutôt l'inverse, c'est les anciens qui se sont installés et c'est aux recrues de venir les chercher. Moi, je trouvais ça très bien, Rodez. Ils ont emmerdé tout le monde, ils ont fait du jeu, ils se sont sauvés assez tranquillement et ouais, j'avais envie de les mettre en avant, les Ruténois, parce que déjà, aller gagner chez eux, c'est jamais facile. Ouais. Et en plus. Il y a du vent en plus là-bas tout le temps, c'est horrible. Ouais, exactement, mais c'est un peu réducteur, mais je trouve que le coach de Rodez, Perlat, c'est une des vraies révélations de la saison pour moi. Enfin, je trouvais l'année dernière était partie en tant que très bon technicien, je trouve. Et vous parliez tous les deux de Clermont et de Troyes. Est-ce que vous pensez que voilà, ils peuvent garder cet état d'esprit, cette façon de jouer en Ligue 1? Est-ce qu'ils peuvent arriver à maintenir ça ou il va falloir qu'ils se réinventent un peu, Pascal Gassien et Laurent Batles? Ça, c'est l'énorme interrogation. C'est marrant, l'autre jour, j'avais un pote journaliste nantais, David Filippo, pour ne pas le citer. On a eu dans le podcast la semaine dernière. C'est vrai, Ouais, David, on est potes depuis 25 ans. David me demandait ce que je pensais de Toulouse et je lui disais Toulouse est à mes yeux le pire adversaire pour le FCN parce que Toulouse, c'est une équipe composée d'individualités avec un jeu relativement conventionnel. Il n'y a pas vraiment d'identité très marquée dans le jeu toulousain par rapport à l'identité de jeu très forte de Troyes et Clermont, ce jeu de possession qu'on connaît tous. Et je me disais, je pense que le jeu de Toulouse va poser des problèmes parce que c'est un jeu d'équipe de Ligue 1. Là, ce jeu de possession très fort va être très atypique en Ligue 1. Avec de vraies possibilités de se faire ouvrir en contre assez régulièrement. D'ailleurs, quand Troyes se faisait attraper cette saison, c'était souvent dans ces petits jeux, dans les petits périmètres au milieu de terrain, un ballon perdu, un contre et but. Clermont aussi, j'ai peur que face à des équipes au pressing plus intense, ces équipes-là fassent trop d'erreurs et se fassent un petit peu surprendre en contre trop souvent. Je ne sais pas si le jeu de Clermont et Troyes est réellement adaptable à la Ligue 1 face à des équipes qui vont presser plus fort, des attaquants encore plus rapides, encore plus solides et encore plus efficaces quand il s'agira de marquer notamment en contre. Toi, Benoît, t'en penses quoi? Tu penses que c'est faisable de continuer dans le même état d'esprit? Bizarrement, évidemment, tout va dépendre du mercato. Hein, ça va être important. Nous, ce qu'on avait comme info à RMC, c'est qu'effectivement, Batles s'est posé les questions, mais bon, il va rester. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle pour Troyes. Et bizarrement, moi, je suis plus inquiet pour Troyes que pour Clermont, tout simplement parce que Clermont, ils ont une défense très, très solide. Et ça, déjà, ça va les aider. Il y a toujours l'euphorie de la montée. Je pense que Pascal Gastien est pas bête. Il va beaucoup s'appuyer là-dessus au départ. Attention quand même, je vois pas mal d'infos circuler. J'ai peur que Clermont perde
quelques joueurs quand même cet été, et ça serait une mauvaise nouvelle. Il va falloir les remplacer, mais pour rejoindre un peu ce que disait François, regardez Pélissier, les gars. Pélissier est arrivé avec des idées de jeu à Lorient, il a recruté beaucoup d'attaquants, il s'est dit ça va être football champagne, je vais mettre Garbage, je vais mettre un tel, je vais mettre un tel. Au final, il a souffert pendant 6 mois, il s'est dit bon, faut que je revienne à des bases plus solides. Il a construit un 5-3-2 où là, il a compté sur uniquement Mofi et Wissa offensivement pour faire la différence. Donc il faut savoir s'adapter aussi à la Ligue 1. Peut-être que défensivement, Clermont a plus de certitude que 3. Après, j'attends de voir vraiment le recrutement parce que 3 a changé de propriétaire et ça peut tout changer. Et puis j'ajouterais aussi une chose, c'est on parle de Troyes et Clermont. Pour être un peu plus précis, si je reviens à mon coup de cœur tout à l'heure, moi je parlerai du Troyes et Clermont de la première partie de saison, parce que sur la deuxième partie de saison, ce jeu-là qui est très énergivore, pour en avoir discuté avec des Troyens, certains ont terminé les 6 derniers mois blessés. Il faut savoir qu'il y avait des joueurs blessés sur la pelouse, à Clermont aussi, plus le Covid et machin. C'est en plus des styles de jeu qui sont très vraiment énergivores. Et sur la deuxième partie de saison, mais un peu comme on l'avait vu avec Brest lors de la saison de la montée, c'était beaucoup moins fluide, beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins attrayant. C'est passé parce que ces équipes-là avaient quand même tellement d'automatisme et tellement tellement d'automatisme qui finalement s'est passé, mais sur une saison entière en Ligue 1, tenir le rythme, ça m'effraie un peu pour eux. Maintenant, j'espère, je croise les doigts pour ces équipes qui sont si sympathiques à nos yeux. Benoît l'a dit, on a adoré travailler avec ces clubs-là. Moi, j'aimerais vraiment que ça passe, mais encore une fois, même sur la deuxième partie de saison, on est souvent resté sur notre fin du point de vue du spectacle et même de l'efficacité avec Troyes et Clermont, souvent des petites victoires au chausse-pied, ça passait, mais c'était beaucoup moins efficace et attrayant que lors de la première partie de saison. Alors juste moi, si je peux le rajouter un truc, je suis d'accord avec toi François sur la fin de saison, mais à Clermont, effectivement, il y a eu l'épisode Covid, souviens-toi, ça leur a fait peur, etc. Mais je trouve qu'il y a eu aussi la peur de monter. Je sais pas si vous les gars qui êtes des spécialistes qui suivez ça. Ouais, exactement pour Clermont. Moi, je les ai sentis vraiment tendus. Rappelez-vous de ce match au Paris FC où ils mettent un but qui est hors jeu, Momo Bayo qui marque ce but. Ils galèrent. Après, il y a ce match à domicile contre Châteauroux qui est déjà en national. Ils n'y arrivent pas. Il y a un but. On ne sait pas s'il y a but ou pas. Ils peuvent concéder l'égalisation. Mine de rien, les gars, c'est un événement quand même pour la ville de Clermont. Et à un moment, je les ai vraiment sentis rattrapés par l'enjeu, en fait. Et au final, jusqu'à ce match en retard entre Toulouse et Pau, on les a sentis très tendus. Après, je pense qu'il y a l'effet découverte. Ça va vraiment marcher pour eux au début de saison de Ligue 1. Ça dépendra également des calendriers, mais ils peuvent garder espoir. Il y a plein de clubs qui seront en reconstruction en Ligue 1, donc ils auront totalement leur carte à jouer sur le maintien la saison prochaine, je pense. Et à contrario, est-ce que François, toi, tu as un petit coup de gueule ou une déception plus j'en ai plein qu'une autre sur la saison? Non, j'en aurais plein. Le coup de gueule du riche, ce serait plutôt, désolé les gars, envers la GIA, qui n'a jamais réussi à vaincre ces vieux démons pendant toute la journée. Voilà, je côtoie plusieurs joueurs de la GIA qui étaient capables de mettre le doigt sur ce qui allait pas, c'est-à-dire cette incapacité à jouer 90 minutes, c'est ta capacité à faire des séries, c'est ta capacité à être constant dans la performance. Alors oui, c'est bien, ils en parlaient, ils le disaient, le diagnostic était bon, mais jamais ils ont pu le résoudre. Qu'on ne me dise pas que Auxerre n'avait pas le matos ou la profondeur de banc. Vous prenez les 6 premières équipes du championnat, elles avaient toutes des failles à un endroit ou à un autre, donc il y avait le matos pour être dans le top 5. Cette équipe aurait dû terminer dans le top 5. Et elle n'y est pas parvenue. J'ai jamais senti vraiment de révolte pour aller chercher 2, 3, 4 victoires de rang, se dire allez sur un mois, on se donne les moyens d'être performant et de gratter des places. Ça a été un petit peu mieux, je crois, c'est en début d'année, ouais, que ça remonte un petit peu. Il y a Autrette qui est en feu pendant un petit moment et c'est là où… Mais pour le coup, Mathias a été le seul, je trouve, à être à la hauteur. C'est-à-dire que cette saison, alors quand il n'était pas là, c'était la catastrophe. Et quand il était là, c'était moyen plus, parfois bien, rarement bien. Mais je crois que cette saison pourra avoir beaucoup fait la JOCR. S'il y a eu, 3 matchs références, c'est le grand maximum. Et je suis assez déçu. Alors, mettre ça sur le compte de quoi
je ne sais pas, un manque de caractère, un management parfois un peu particulier de Jean-Marc Furlan, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a deux personnes qui vont s'en aller, qui s'appellent Francis Graille, qui faisait l'unanimité sur place, et Cédric Dory, qui avait donné un bel outil de travail à son entraîneur cette saison, et que ces deux personnes ne seront pas là l'an prochain. Est-ce que le club va dans la bonne direction après cette décision-là prise par le président Zheng Zhu? J'en suis pas convaincu. Donc, j'ai été déçu de la saison de la GIA et je vous cache pas que je suis un petit peu inquiet pour la suite aussi. Je suis pas sûr que la GIA soit aussi forte en 2021-2022 qu'elle ne l'était en 2020-2021, même si les résultats n'étaient pas là. Ça, c'était mon coup de gueule du pauvre, du riche. Bravo. Et j'ai aussi le coup de gueule du pauvre, comme tout à l'heure. Alors là, c'est Papo senior. Parce qu'elle est très énervante, cette équipe. J'ai adoré le début de saison de Niort. Tu parlais tout à l'heure, Benoît, de ce match de Clermont. Moi, j'ai fait le dernier bon match de Niort cette saison, c'était à Clermont. Il y a 0-0. Niort peut gagner tous les jours. Niort fait un excellent match. Cette équipe est terriblement énervante parce que je pense qu'elle est bien coachée. Je pense qu'elle avait des joueurs de qualité. Son début de saison a été vraiment super. Pressing très haut. Ils étouffaient tous leurs adversaires. Ça a duré 6-7 journées. Il y avait le matos là aussi pour faire une vraie belle saison et s'épargner les frayeurs de la fin de saison. Et puis, tu as l'impression, et c'est un peu les échos que j'avais là-bas, que ce groupe un peu dilettante, c'est laissé aller. Et puis, on a vu ce que ça a donné. Ça passe ric-rac au barrage. Et c'est un coup de gueule parce que je pense qu'il y avait un manque d'implication sur la durée des joueurs de Niort. Et puis la dernière chose qui m'a agacé, c'est aussi pour ça que je l'ai mis en coup de gueule, c'est ce qui s'est passé après le barrage avec les propos, je crois que c'est Kemen, qui c'est Passy. C'est Passy et Kemen. Oui, c'était Passy et Kemen aussi, qui dénonce alors ça c'est quand même extraordinaire, dénoncer le manque d'humilité de l'adversaire en faisant preuve soi-même de manque d'humilité. Après une victoire comme celle-ci, quand tu imagines le traumatisme que c'est pour les joueurs de national, pour qui c'était peut-être une chance unique dans leur vie de footballeur, dans leur carrière, de monter en Ligue 2, si tu as l'intelligence de te mettre à leur place, de faire preuve un peu d'empathie, tu la fermes, tu savoures ta victoire, mais tu reviens surtout pas sur des incidents ou des dérapages verbaux qui auraient eu lieu une semaine auparavant. Honnêtement, alors oui, ça c'est manquer d'humilité. Ils étaient contents à la fin du match aller, Villefranche, mais il n'y a pas eu non plus. Et ça c'est manquer d'humilité. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Vraiment dommage. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça, encore une fois, pour sortir la tête haute, parce que effectivement, et j'ai même pas envie de dire qu'ils ont fait un bon match retour. Ils ont fait un bon quart d'heure au match retour où ils ont surpassé cette équipe de Villefranche. Désolé. Et toi, Benoît, il y a une déception, un truc qui t'a moi, je suis obligé de penser au Paris FC, les gars, quand même. Un début de saison pareil, c'est vrai. tu te dis quand même, ils peuvent faire beaucoup mieux. Après, ils ont du mal à gagner 2 matchs. Ils reviennent à l'arrache dans le top 5 et puis finalement, ils se loupent complètement contre Grenoble. J'ai une déception parce qu'il y a un événement dont on parle peu et qu'on a peu mis en lumière. C'est quand même le départ inexpliqué de Jonathan Pietropas, souvenez-vous, qui jouait à ce poste assez dingue de sentinelle là, devant la défense. Et on se disait, mais c'est bizarre comme choix et tout. Et moi, je trouve qu'à ce moment-là, ça changeait un peu tout dans le jeu de Paris. Dès qu'il est parti, ça a commencé à être compliqué au milieu de terrain. On a vu des individualités qui étaient plus en difficulté parce que c'est des mecs qui venaient aussi de national et qui ont besoin de s'adapter aussi. Ok, peut-être que vous allez peut-être me dire, oui, ils étaient en sur-régime sur les 10 premières journées, d'accord. Mais tu peux être en sur-régime et après garder un rythme de croisière qui est plutôt pas mal. Là, je trouve qu'ils se sont effondrés alors qu'il y avait peut-être mieux à faire. Il y a 2 autres clubs que je voulais mettre en avant. Pour moi, la grande déception, c'est vraiment Caen. Je suis désolé, on peut me dire ils sont sauvés miraculeusement, etc. On peut me dire l'effectif était jeune et tout ce que vous voulez. Pour moi, l'équipe qu'il y avait au début de saison, elle était capable de faire top 10 et pas de se faire peur comme ça jusqu'à la dernière journée, même si le projet change, même s'il y a un nouveau propriétaire, même si ça se passait mal avec Pascal Duprat. Il y avait beaucoup mieux à faire que de se mettre en difficulté et pour un club populaire comme ça, faire trembler les supporters, je trouvais ça un peu dur. Et moi, mon petit regret, c'est de ne pas avoir vu, je pense, Sochaux à son niveau. Parce que je pense que Sochaux avait un vrai coup à jouer cette saison. Il y avait un effectif qui était bien. Il y a un coach que j'aime beaucoup, Omar Daf, qui fait de l'excellent boulot. Il y avait un vrai truc à faire à Sochaux. Il y a eu beaucoup trop de matchs nuls dans des matchs accrochés et ça leur a coûté le top 5, je pense. Il y a eu des remous en plus en interne avec ces histoires de Omar Daf qui étaient remis en question, etc.
Je pense que Sochaux avait mieux à faire et c'est un peu dommage. Et je me dis que s'ils reconstruisent bien, Sochaux sera un vrai prétendant au top 5, voire pourquoi pas à la montée la saison prochaine, à mon avis. Et justement, tu me fais une passe décisive puisque ma prochaine question, c'était voilà, une petite projection sur la saison prochaine, même si évidemment les effectifs vont pas mal bouger avec le mercato. Est-ce qu'il y a des petites tendances ou des trucs que vous sentez pour la saison prochaine? Sochaux, justement, peut-être Guingamp qui a fait une deuxième partie de saison un peu plus cohérente que la première. Est-ce que pour vous, il y a déjà des équipes qui se dégagent? Toulouse, j'imagine aussi. François, si tu veux commencer. C'est l'inconnu la plus totale. On peut imaginer que les jeunes Caennais auront grandi, que l'effectif se sera assaini avec des joueurs qui ont vraiment envie. Je crois qu'il y a beaucoup de fins de contrat. Pourquoi pas voir quand surprendre? Non, moi, je pense que l'an prochain, s'il doit y avoir une valeur sûre, c'est le Paris FC. Pourquoi le Paris FC? Parce que c'est un des clubs qui travaille le mieux de la division. C'est un club qui est en train de se construire patiemment, doucement. Les structures sont solides, les finances sont saines. Fred Hébert est un bon DS et je pense qu'il a plein de bonnes idées pour aller chercher des joueurs de qualité au niveau en dessous. Ce qui a clairement manqué au Paris FC cette saison, il va falloir qu'il travaille sur ce point-là. C'est un gros scoreur, un gros buteur devant. Un mec qui t'assure 15 pions à la fin de la saison. Je pense que une fois qu'ils auront ce joueur-là, qu'ils n'avaient pas cette année, et puis il y a eu aussi beaucoup de blessures chez les attaquants. Parce que Gaëtan Laura, on a adoré Gaëtan Laura, c'est clairement une des révélations de la saison, mais c'est pas un buteur pur et dur. C'est plutôt un destructeur de ligne, ailier. Ouais, c'est un dragster en fait. C'est ce que j'avais dit une fois à l'antenne. Tu lui rajoutes la fumée et les flammes, c'est un dragster. Non, je pense il faut un vrai bon buteur au PFC, sinon tous les signaux sont au vert pour moi dans ce club qui travaille très très bien, vraiment très très bien. Et je crois que c'est aujourd'hui en termes de politique globale, c'est le club qui donne le plus de garanties dans la division avec Clermont, mais Clermont va malheureusement nous quitter. Et toi, Benoît, du coup, hormis Sochaux, peut-être, dont tu as parlé juste avant, est-ce que tu vois un peu Moi, franchement, je vois mal Toulouse s'arrêter en si bon chemin, en fait. Vu le projet et la solidité du projet, ok, ils vont perdre des joueurs, ok, Amin Adli va partir, ok, certains autres vont être sollicités, mais ils sont quand même partis sur une base. Et mine de rien, les gars, il y aura le retour du public, ça peut compter. À Toulouse, il s'est passé un vrai truc. Le club a bien bossé sur le terrain, mais en dehors aussi. Donc, il y a un vrai engouement qui renaît à Toulouse, et ça, je pense que ça peut les aider. À mon avis, ce sera certainement top 5 et je pense quand même qu'ils font partie des favoris, voire c'est le favori pour la montée directe. J'aime bien ce que fait Dijon, mine de rien, parce que Dijon fait un pari avec le bilan en se disant bon, il a peut-être encore deux bonnes années à faire et on le tente. Il y a Aurélien Scheidler qu'on connaît bien, nous tous, parce qu'il est passé par la Ligue 1, il est passé par mon club de cœur, l'USO. Moi, je sais très bien que c'est un excellent joueur qui peut faire mal. Je pense que je suis plus trop inquiet par cette histoire de saison cata en Ligue 1. Ça va dépendre du coach aussi à Dijon. On verra qui sera nommé coach. C'est David Linares qui reste. Ah, c'est sûr qu'il restera. Pas vu, c'est le grand point d'interrogation du coup. Voilà, ça c'est vrai que c'est une interrogation. Il faudra voir si lui arrive à se mettre dans un autre mode. Et je suis désolé Alex, mais j'ai du mal à croire à la GIA. La GIA. Non mais nous Benoît, c'est pareil. Je suis désolé Alex. Honnêtement, tous les ans, on met 2 ou 3 étoiles chez nos favoris à la GIA. Tous les ans, quasiment, on se dit cette année, il y a Furlan, cette année, il y a machin, cette année. Et puis, c'est la 3e de Furlan en plus l'année prochaine. Ouais, 3e de Furlan. Donc on les met pas favoris, ils montent. C'est bon. Non, mais ce qui est terriblement frustrant, tout à l'heure, je m'amusais à faire mon équipe type de la saison, et j'ai 3 Auxerrois dedans. J'ai autant de Clermontois, de Troyens que d'Auxerrois. C'est dire la frustration que vous devez ressentir, les gars. Il y a des joueurs fabuleux dans cette équipe. C'est Alex, nous on s'en fout. C'est surtout Alex. J'avais essayé d'un peu oublier, là, ça fait une semaine, j'avais commencé à faire le deuil. Non mais Alex, tu côtoies beaucoup Giroud en ce moment. Fais-le revenir sur le banc, ça se passe bien. C'est vrai. En tout cas, je fais revenir Djibril Cissé. Pour beaucoup le côtoyer, je pense qu'il ne mettrait pas la même équipe sur le terrain. Mais bon, après ça, c'est... Oui, mais il ressortirait les ballons du sport, donc c'est pas forcément une bonne... C'est vrai. Bon, messieurs, avant de terminer par un quiz auquel vous allez participer, François, j'ai une dernière question pour toi. Je suis obligé de la tenter. Est-ce qu'on verra toute la Ligue 2 sur le sport la saison prochaine? Il a tenté. J'en ai aucune idée, non, sincèrement, à ce stade, je ne sais pas. On espère évidemment tous que ça
qu'on aura des réponses prochainement, mais vraiment, on ne sait pas. Par contre, Benoît, on sera voit sur la Ligue 2 sur RMC toujours. Peu importe, entre guillemets. Enfin, quoique, alors, ça dépend. moi, ce que je peux vous dire, c'est que la Ligue 2 sera présente forcément. Comment? Je ne le sais pas, parce qu'effectivement, C'est pas ça les cases, dépend en fait. du diffuseur, des cases, effectivement. Je vous avoue que nous, la case de cette saison était parfaite pour nous, en fait, parce qu'on a fait le choix, contrairement à nos concurrents directs en radio, de tout miser sur la Ligue 2. On allait était couvert. Là, à voir ce qui se passe. C'est toujours le problème, c'est que moi, je trouve que la Ligue 1 en face, c'est pas une bonne nouvelle pour le championnat, malheureusement. Après, il y a d'autres priorités. Moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais évidemment, la Ligue 2 sera présente. Je connais pas encore la hauteur de la présence. Ça dépendra forcément de la programmation. On suivra ça évidemment sur. Dire à sur... Beansport de laisser ça le samedi soir, c'est tout. François, c'est le boulot, quoi. Fais ton journaliste d'investigation, François. Nous, on adorait le vendredi. Hein. Ah oui, nous On aussi. a beaucoup de Ah oui, choses. nous aussi, bah nous oui, aussi. bah oui. Ma Ligue 2, on Aussi. préfère le vendredi aussi. Nous, hein. alors, on va chez J'imagine. Je sais qu'on va se mettre des supporters à dos parce que après ceux qui aiment aller au stade, c'est plus pratique le samedi, même si cette année on a malheureusement été privé de stade. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une très belle exposition pour la Ligue 2 le vendredi soir. Ça lançait vraiment le week-end et tu n'avais pas de concurrence, avec le championnat étranger, pas de concurrence avec la Ligue 1, quasiment pas. Il y avait peut-être un match quelquefois le vendredi soir, mais ouais, c'était moins fort. C'est vrai que moi je trouve que on trouve sur ma Ligue 2 que c'était quand même un beau créneau d'exposition, donc à voir ce qui sera décidé. De toute façon, c'est encore le flou le plus complet sur les droits TV pour le moment, c'est sûr. Ouais. Surtout, vous préférez le vendredi soir, comme ça, vous aviez votre samedi soir tranquille. C'est ça, évidemment, la vérité. Évidemment. Bon, messieurs, merci beaucoup pour ce bilan. Je vous propose de passer au quiz pour finir rapidement. Un seul thème aujourd'hui, un classique, celui des meilleurs buteurs. Alors, il y a 21 joueurs qui ont inscrit au moins 9 buts en championnat cette saison. Chacun votre tour, vous allez m'en donner un. Le premier qui sèche est éliminé. Benoît, si tu veux commencer. Bayo, évidemment. Tout à fait, 22 buts. Donc je répète, c'est les joueurs qui ont mis au moins 9 buts. Et les noter pour pas répéter du coup. Donc Bayo, c'est bon. François, à toi. Mickaël Le Bihan. Le Bihan, deuxième meilleur buteur avec 19 réalisations, c'est bon. Philippe. Papi Ibnouba. Ibnouba, c'est bon. Sixième meilleur buteur. Dorian, à toi. Tousgar, troisième meilleur buteur avec 16 buts, c'est bon. Benoît, à toi. J'ai un doute. On est à combien de buts? 9 buts, Alex? 9 buts, ouais. J'avais envie de dire Chris Bedia. Il a mis 9 buts. Chris Bedia, tout à fait. 9 buts. Ouais. Bien joué. tout juste celle-là. Ouais. C'est beau. François. Rémi Dugimon. Dugimon, c'est bon. Il est dans le top 5. Il est quatrième avec 14 buts. Philippe, à toi. Mickaël Biron. Mickaël Biron, c'est bon aussi. 9e avec 12 buts. Rhys Illy. Bah oui. Et 5e avec 14 réalisations aussi. Là, vous avez les 6 premiers sont tombés déjà. À toi, Benoît. 9 buts. On a dit Hugo Bonnet, donc Payet. Je vais dire Westbeck. Westbeck, c'est bon, tout à fait. Ouais, Westbeck, il a mis ses 10 buts, Gaëtan Westbeck de Sochaux. François, à toi. J'ai peur de dire une connerie, mais en fait, je vais tenter un truc, c'est pour le panache, là. Parce que j'en ai deux, mais je vais vous tenter un petit Ali Abdi. Ali Abdi, c'est bon, bien joué, très très bien. Alors, ils sont où vos défenseurs, les gars? Alors, c'est très bien parce que tu me donnes je pense que tout le monde l'a eu décisive. Pour l'autre défenseur. Frécufo, merci. Il saute sur l'occasion. Ah ouais, il n'avait plus rien en tête. Il se dit, J'en avais deux, mais j'avais un doute. Moi, j'aime bien Baptiste Guillaume. Guillaume, putain, c'était le tout mien. à fait. 11 buts pour Baptiste Guillaume. On a combien là? Là, vous en avez fait un paquet déjà. Il doit en rester. Vous avez fait 3 tours, donc il en reste quand même un petit peu. Il en reste quand même un petit peu. Bah 12, 3 x 4, 12. Je pense que c'est à moi, Alex. Ouais. Il en reste 9. Ouais.
Est-ce que Vakun Bayo a mis 9 buts? Je pense que oui. Je pense Vakun que oui. Oui, Bayo, oui, il a mis 10. il en a mis 10. Ouais, bien joué. Et J'ai d'ailleurs, hésité, tu vois, mais. en aparté, pour moi, vraie découverte de Vakun Bayo et joueur ultra impressionnant sur les phases arrêtées. Ah, Il mais la détente, tête, le non, gars. mais la tête, un c'est hélicoptère. monstrueux. Non Mais Ah ouais, ouais, mais c'est- quel joueur! Quel joueur, Ligue 1, Vakun Bayo. Ligue 1, Ligue 2, c'est le meilleur jeu de tête, Ah je ouais, pense, c'est- de France. ah, Vraiment. j'ai- Ah, mais il franchement, saute, c'est dingue. Hallucinant. Il en fait Voilà. bugger Benoît. Il en Ouais. fait bugger Ah, Benoît Benoît, tellement il est fort de la tête, ça bug. Benoît, t'as bugué. Franchement impressionnant. François, à toi. Alors là, je suis pas sûr du tout, mais est-ce que Courtet en a mis 9 cette saison? Gaëtan Courtet. 8 ou 9. Il doit pas Il être doit loin. pas être loin, mais. Ouais. Je pense 7 qu'il est peut-être. pas loin, mais je pense qu'il Il y a est beaucoup pas marqué en dedans. fin de saison. Ouais, Gaëtan pas de- Eh, Courtet, merde. 8 buts. Ah, 8 buts, Oh c'est non terrible. Terrible. Et- Éliminé aux portes. Putain. C'est terrible. Donc François, premier éliminé, désolé. Oh. Philippe, à Moi, toi. je pense que j'en ai un. J'ai bataillé pour le mettre dans l'équipe type de ma Ligue 2 contre il le Dorian. vole. Chiasse. Jesse Benet. Il a 9 buts, putain. Jesse Benet, je crois qu'il a 9 buts. J'allais Tout le à fait, il a citer, 9 j'allais buts. le citer, Donc- tu me l'enlèves là. Donc 6 pénaltys, je crois. Ah là là, c'est terrible. Là, c'est terrible parce que j'allais le dire. Il reste qui? J'en ai encore. Faut que je réfléchisse au club. Il en reste des évidents parce que j'ai la liste sous les yeux, mais sinon. Ah, mais c'est pour ça que je réfléchis en termes de club. Bah ouais. Attends que je dise pas n'importe quoi. Pense au Havre, il y a eu beaucoup Ah, de buteurs. Attends, Vous m'avez, les gars? Vous m'entendez? Ouais. Ouais, on t'entend. Ouais. Ah, pardon. J'hésite. Je vais dire Jodel Dossou. Jodel Dossou, Oui, bien 8e joué, meilleur je pense. buteur avec 12 Ouais. buts. Ah, Tout à Ah fait. ouais, bah tu vois, j'avais un doute. Tout à fait, Jodel Dossou, c'est bon. Benoît, à toi. Moi, je le tente parce qu'il tirait les pénaltys quand même. Hugo Bonnet, il les a pas mis? Non, je pense pas. Hugo Il a Bonnet, marqué moins. il est à 8 buts. Ah, Ah, il a terrible. 8 buts. Ah là là, Ah, terrible. putain. À la Hugo frontière. Bonnet, Ah, 8 merde. buts, tout à fait, ouais. Donc, Benoît, éliminé, désolé. Sorti, Ce quoi. sera un duel final, Philippe-Dorian. Et La Ligue je trouve 2. Philippe, il en a encore quelques-uns dans sa 100%, manche. Bah en fait, Là, il j'avais a un- son sourire du Non. gars qui est bien. Là. En fait, j'avais les deux, donc j'avais un doute sur Dossou. Du coup, Ouais. j'ai Alevina, j'ai un doute Ah aussi, bah, et je pense que c'est bon. J'étais en train de douter sur les deux en Et fait. ben, Alevina, 12 buts aussi. Ah, comme bah, le- c'est bon, exactement le même c'est total. Bah, tu vois, tout à l'heure, je me disais, est-ce que je dis Alevina ou est-ce que je dis Dossou? Ouais, bah ouais, c'est vrai. Et bon, en fait, les deux. J'avais surtout les réponses sous les yeux. Ouais. Ouais. Ouais, t'as raison. Non, non. Ouais. T'as vu, on fait, Dorian. bien, on fait bien style de réfléchir. Dorian, Alors là, c'est- je tente, parce que du coup, craque. bah, j'avais Alevina, Dans donc des flips. c'est mort. Mais comme il a tiré beaucoup de pénaltys aussi, je dirais Spearings. Il en a marqué un ou deux dans le jeu aussi, je pense. Spearings. Ouais, neuf, quoi. Spearings. Ouais, peut-être Alors, Spearings, attends, je mais descends. c'est pas S'il bête. est en bas, oh là là, Merde. c'est le dernier à 9 buts. Ça passe. Oh là Ça là. passe. 9 buts, 7 Alors là, pénaltys. Ouais. Ah, j'ai eu chaud là. J'ai eu chaud. Je savais qu'il très, avait. très En chaud. fait, en vrai, je savais qu'il avait mis 7 pénaltys et je sais qu'il a marqué contre Paris dans le jeu. Et je me suis dit peut-être que sur un malentendu, il en a marqué un autre. Eh ben oui, sur un malentendu, ça passe. Philippe, à Alors là, toi. par contre, Bah, il en a raté beaucoup, mais il en a peut-être mis 9 quand même. Je pensais à Gaëtan Laura. Gaëtan Laura. Hmm. Gaëtan Qui a Laura. marqué au Paris FC Ali à part Abdi Abdi alors? Bah, ouais, Ah, mais à part Abdi. Abdi. Bah, Personne 3-4, Personne genre Julien Lopez. il Gaëtan doit être Laura, cinq, 8 buts. Ah, quand 8 même. Ah, ouais, buts, quand même. Gaëtan. 8 buts pour Gaëtan Laura. Ah, il C'est m'aura une balle de pourri match toute pour l'année, Dorian. lui. Alors attends, là, parce que du coup, je réfléchis en termes des équipes performantes en attaque. Qui on n'a pas cité? Guingamp. Est-ce qu'il y avait un buteur à Guingamp? Je pense pas. Le Havre non plus. Il compte son camp. Ouais. Ouais, contre son camp, ça passe pas pour Il y a eu Guingamp. 6 buts, je crois, pour. Ça. C'est compliqué là. C'est compliqué. Je sais pas si je vais savoir concrétiser. Ouais, faut que Je tu- réfléchis, tu je me donnes réfléchis. une réponse bientôt là. Ouais, ouais, Rapidement. J'ai aucune idée. Je vais dire Malik Chokunte. C'est bon. Ah. Ouais. C'est bon. Ah oui, Neuf oui, oui. buts. Oh, bien joué. Ouais, Neuf pas bête. buts. Elle est belle. Alors, Ah oui, elle est alors belle. là, je vais dire que c'est sorti de nulle part, mais Ah ouais. il a 9 buts, Wow. Malik Chokunte. Il a 9 buts. Ah Malik bah, Chokunte. franchement, Ah oui, j'y bien croyais même pas. J'y croyais même pas moi.
Bravo Dorian, Magnifique. victoire de Dorian. Il vous manquait, je crois que vous n'avez pas cité Yannick Gomis à Guingamp, Brian Guingamp. Lam à Sochaux. Ah oui. Ah Je oui, crois bordel. que c'est à peu près tout. Hein, non, le reste, vous avez Adli, c'est qu'à 8 on a buts. été bon. Vous avez été très bon. Adli Très, était à très 8 bon. buts. Ah ouais, c'est vrai que Adli, tu vois, ouais. j'ai même j'ai pas pas pensé à pensé à Minabi, lui. tu vois. Et ouais, j'aurais pu. Non, mais Amine, c'est les passes, surtout, je crois. Ouais. Ouais, c'était 8 buts et 7 passes, je crois. Ouais, 8 buts, 7 passes. Ouais. Bravo Dorian, en tout cas. Merci. C'est une grande fierté de battre des pontes de la Ligue 2 comme Benoît et François. Et bon, j'exclus un peu Philippe parce que je sais que tu gagnes es à toujours chaque au-dessus de lui, mais Hein, là, j'y ai cru pour Philippe. Cette semaine, je me suis dit que sa semaine. Là, il finit C'est la l'année, c'est le dernière, dernier mais podcast, il a tout donné. Non. Bon, ben, en tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce Merci, bilan. Ça nous a merci. fait très, Bah, merci à vous, les gars. très Ouais. plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés aussi nombreux cette année. Et on se donne rendez-vous la saison prochaine pour les podcasts. D'ici là, on vous fera des petits live switch pour parler du mercato, pour parler plein de choses. Voilà, s'il y a de l'action, on passera sur la chaîne Twitch. Abonnez-vous. Et puis, bah, de toute façon, toute l'actu de la Ligue 2, toute l'actu du mercato, ça à retrouver sur le site et sur l'appli Ma Ligue 2 pour ne rien rater de tout l'été. Merci à tous. Salut! salut. Salut, les gars. Salut. Salut.